Voilà, c'est la fin. Tu emballes tout ce que tu peux dans les sacs que tu peux trouver. Nourriture, vêtements, articles de toilette. Les nouvelles défilent en arrière-plan. Les alertes rouges clignotent sur l'écran. Tu regardes ta montre et tu sais qu'il est l'heure. Tu n'as même pas encore fini de faire tes bagages. Tu te précipites hors de chez toi et tu vois les gens trimballer des valises à la hâte. Tu montes dans ta voiture et tu pars aussi vite que possible en évitant les gens qui courent partout. Tu arrives à un endroit isolé dans les bois. Cela fait des années que tu travailles sur ton bunker. Il est capable de résister aux pires conditions, les tornades, les ouragans, les volcans et, avec un peu de chance, les astéroïdes. Tu cours vers le bunker, caché derrière quelques buissons et quelques arbres. Il n'y a aucune chance que quelqu'un sache qu'il est là. La porte ressemble à celle des coffres-forts de banque contenant d'énormes sommes d'argent. Derrière, une échelle qui descend de 9 mètres à travers un tunnel sombre. La première chose que tu fais, c'est de mettre le courant. Tout fonctionne avec des batteries robustes, alimentées par les panneaux solaires du dessus, sans compter le générateur de secours alimenté par du carburant. Avec un peu de chance, tu n'auras pas besoin de l'utiliser, mais 2 précautions valent mieux qu'une. Le bunker entier est construit en béton et en acier pour maintenir une durabilité maximale. Les murs ont plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur. Tu peux enfin pousser un soupir de soulagement car tu l'as atteint juste à temps. Tu sens soudain le sol vibrer. Les murs tremblent. La peur te serre la poitrine lorsque toutes les portes des armoires s'ouvrent et que la nourriture stockée commence à dégringoler. As-tu mal calculé? Est-ce que ce truc va tenir le coup? L'astéroïde est tombé loin de l'endroit où tu te trouves. Mais on a l'impression qu'il est tombé juste au-dessus de toi. Le bruit est assourdissant et les ondes de choc semblent ne jamais se terminer. La lumière vacille, la poussière en suspension trouble ta vision et remplit tes poumons. Tu attrapes un masque avec une dernière pensée. Ça y est, le bunker va s'effondrer. Au moins, j'aurais essayé. Un mois plus tard, tu prépares le petit déjeuner après une autre nuit blanche. Heureusement, tu as stocké plus qu'assez de nourriture. Et quelle variété! Du thon en boîte, du bœuf séché, des haricots, des sardines. Et puis il y a les produits secs. Du riz, du lait en poudre, des pâtes, des nouilles et même des sucreries, du miel et du chocolat. Tu t'es aussi permis des sodas et des jus de fruits, mais l'eau constitue la majeure partie des liquides que tu as stockés. Cet endroit est et sera ta maison pendant, qui sait, des semaines, des mois, des années. Cette pensée te fait froid dans le dos. Au moins tu te trouves dans un endroit idéal, loin dans les terres et de toutes côtes, de sorte qu'un éventuel raz-de-marée ne devrait pas pouvoir inonder ta région. Tu ne peux pas imaginer à quoi ça ressemble là-haut. Tu as besoin d'une distraction pour te distraire du pire des scénarios. Tu te promènes dans ta maison comme un agent immobilier qui la ferait visiter à des acheteurs potentiels. À l'entrée se trouve le salon. Un canapé et une table basse avec quelques vieux magazines et des jeux de société. Devant toi, une petite télévision à écran plat et un lecteur DVD. Malheureusement, pas d'internet, mais tous ces films devraient te tenir compagnie pendant un moment. Sur une table à proximité, il y a un système de radio et de télécommunication qui constitue tes oreilles et ta voix vers l'extérieur. Il y a aussi une bibliothèque avec toutes sortes de livres. Des classiques, des contemporains, de tous les genres, tant que cela t'occupe l'esprit. Et si rien de tout cela ne t'aide à passer le temps, il y a toujours les consoles de jeux vidéo reliées à la télé. Ah oui, et la salle de gym. Plutôt rudimentaire, juste un tapis de course et des haltères. Tu essaies de faire beaucoup de cardio et d'haltérophilie pour te maintenir en forme et en bonne santé. En tout cas pour quelqu'un qui vit sous terre comme une taupe. Bien sûr, il y a la cuisine. Il y a un mini-frigo de bonne taille et un évier en acier inoxydable, avec un tas de placards pour ranger toutes tes provisions. Tu as relié cet endroit avec des tuyaux qui amènent l'eau potable. Au cas où ceci cesserait de fonctionner, tu as aussi stocké de l'eau. La salle de bain a des toilettes fonctionnelles, un lavabo et une douche reliés à la pompe d'eau chaude. Il y a même un lave-linge et un sèche-linge à proximité. Il y a aussi un petit atelier. Si quelque chose se casse, tu peux le réparer ici. Tu peux aussi construire des choses à partir de matériaux de récupération. Une chaise ou une table si nécessaire, ou une petite figurine à mettre sur l'étagère pour te tenir compagnie.
En descendant quelques marches, on trouve une autre pièce vitale du bunker, la serre. Pour des raisons évidentes, tout est alimenté avec de la lumière artificielle. Tu serais bien plus mal loti si tu n'avais pas tes fruits et légumes frais. Tout cela est autonome également. Toutes les récoltes pourries et autres mauvaises herbes servent à faire du compost pour le sol afin de le garder bien nourri. En revanche, tu peux oublier la viande pour les protéines. Le quinoa, les haricots, les lentilles, les pois chiches et les champignons font le travail. Et juste au cas où tu n'aurais pas tous les minéraux dont ton corps a besoin, tu as réussi à faire des réserves de compléments alimentaires. La vitamine D est un élément important pour la vie sous terre, privée de soleil. Non loin de ta petite ferme souterraine se trouve ta chambre. Elle est dotée d'un grand lit, d'une table de nuit à droite, d'une petite armoire à gauche. Tu n'as pas beaucoup de variété dans tes vêtements, mais qui va remarquer que tu portes 2 fois la même tenue? Les acariens? Il faut descendre une échelle pour trouver la salle du générateur. Ce n'est pas pour rien qu'elle est plus profonde et scellée avec des matériaux insonorisés. Le générateur s'enclenche de temps en temps et il est assez bruyant. Il est également relié au système de ventilation, de sorte que l'échappement se fait à l'extérieur. Ensuite, il y a la salle poumon. Toutes ces boîtes d'apparence bizarre sont des pompes qui apportent l'oxygène du monde extérieur. Elles sont dotées d'un système de filtration avancé pour nettoyer l'air avant de le propulser dans ton abri. En bas, il y a aussi la salle de stockage. Toutes les pièces de rechange y sont. Un canapé supplémentaire, un matelas, des éviers. Même 2 congélateurs pour les produits surgelés, juste au cas où. Comment se déroule une journée type dans le bunker? D'abord, tu prépares le petit déjeuner et prends une tasse de café. Ensuite, tu te diriges vers la radio pour savoir s'il y a eu des nouvelles du monde extérieur. Jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. Dès que tu as terminé, tu te diriges vers la serre pour t'occuper de ton potager. Tu aimes vraiment être là car tu as l'impression d'être à l'extérieur et de profiter de la nature. Au moins un petit peu. Tu choisis tout ce qui est mûr et tu l'apportes à la cuisine pour le laver. Et c'est déjà l'heure du déjeuner. Tu te prépares une bonne salade de concombres, de tomates et de laitue. Quelques betteraves pour aller avec, des pâtes, et tu manges tout. Après le déjeuner, tu regardes un DVD que tu n'as pas vu depuis longtemps. Après le film, tu fais le tour de l'abri en vérifiant rapidement les niveaux d'oxygène et d'eau. Il se trouve qu'aujourd'hui est aussi le jour où tu as prévu de vérifier le générateur. Tu descends au sous-sol pour jeter un coup d'œil sur le niveau de carburant et les filtres à oxygène. Tout va bien jusqu'à présent. Cependant, l'idée d'un séjour encore plus long t'inquiète. Et si tu arrives à court de carburant? Tu passes quelques heures dans l'atelier à bricoler. En ce moment, il n'y a pas de projet de réparation et tu ne te sens pas particulièrement créatif. Alors tu vas à la salle de sport. Aujourd'hui, c'est le jour des jambes. Ce que tu redoutes, il y a des choses qui ne changent pas. Avant que tu t'en rendes compte, c'est l'heure du dîner. Tu fais chauffer des nouilles et tu te détends dans le salon en écoutant quelques-uns de tes morceaux préférés sur le lecteur de musique. Cet abri t'a coûté un peu plus de 100 000 € pour le creusage du site, la construction et l'installation de tous les systèmes nécessaires à ta survie. Et cela n'inclut pas la nourriture supplémentaire et les activités personnelles prévues pour le bunker. Oui, tu as de la chance. Tous ces luxes rendent la vie presque agréable. Aucune nouvelle du monde extérieur après un mois entier. Tu as toujours été un peu introverti, mais cet endroit commence à te peser un peu. Tu te sens seul. Le son de la radio te fait sortir de tes pensées. Des parasites? Non, une voix étouffée. Quelqu'un essaie de te contacter. Tu te précipites vers la radio, tu trébuches presque à cause du choc. Enfin, tu es submergé par l'émotion. Tu t'es bien habitué à ta vie sous terre, mais il est enfin temps d'ouvrir la porte et de te risquer dans le vaste monde. Un énorme astéroïde de plusieurs dizaines de mètres de diamètre fonce vers la Terre à travers l'immense obscurité cosmos. Préparez-vous à une terrible nouvelle. Il y a 72% de chances qu'il percute la Terre dans 14 ans, avec des zones d'impact potentielles en Amérique du Nord, en Europe du Sud et en Afrique du Nord, soit certaines des régions les plus densément peuplées de la planète. Les astronomes surveillent de près cet envahisseur de l'espace depuis quelque temps, mais il s'est maintenant trop rapproché du Soleil, et il sera impossible de le suivre au cours des 7 prochains mois. Bien sûr,
Il y a 28% de chances qu'il rate complètement notre planète. Mais que se passera-t-il s'il touche dans le mille? Une dévastation et une destruction mondiale. Voilà ce qui nous attend. Des milliers de vies perdues, des milliards et des milliards de dollars de dégâts, des espèces entières rayées de la surface de la Terre, des villes et des villages en ruine, des champs et des forêts détruits. Est-ce là l'avenir qui nous attend? Vous pouvez vous rassurer. Il ne s'agit que d'un scénario hypothétique créé par la NASA pour se préparer à une telle situation. L'agence spatiale réfléchit à ce type de catastrophe depuis des années. Encore plus cool, elle organise tous les 2 ans des exercices de simulation d'impact d'astéroïdes pour mettre les scientifiques, les agences gouvernementales et les experts internationaux sur la même longueur d'onde. Le dernier a eu lieu en avril et a réuni une centaine de personnes. Lors de ces exercices astéroïdes, les experts font comme si un rocher spatial géant se dirigeait vers nous. Ils réfléchissent ensuite à toutes les questions épineuses qu'ils peuvent se poser, comme quelle est sa taille? Où pourrait-il frapper? Que devrions-nous faire? C'est comme une énorme séance de brainstorming pour s'assurer que si cela devait arriver, nous n'aurions pas à repartir de zéro. Pour que ces scénarios soient aussi réalistes que possible, on mobilise le centre d'étude des objets géocroiseurs de la NASA. Ce sont eux qui suivent les astéroïdes réels et calculent leurs orbites. Ils simulent donc des mois d'observation d'astéroïdes, avec des incertitudes sur leur taille, leur trajectoire et leur zone d'impact potentielle. Le genre d'incertitude qui rend la prise de décision beaucoup plus difficile et qui les plonge donc dans une simulation aussi proche du réel que possible. Si un astéroïde se dirigeait vraiment vers la Terre, ce ne serait pas seulement le problème d'un seul pays, mais de tous. C'est pourquoi cet exercice fait appel à des experts internationaux. En avril, ils se sont réunis pour la première fois. Ils ont travaillé aux côtés d'agences américaines telles que le Planetary Defense Coordination Office de la NASA et la FEMA pour déterminer comment le monde pourrait réagir à une telle crise, car l'impact d'un astéroïde aurait des conséquences désastreuses à l'échelle globale. La grande question est la suivante. Pouvons-nous réellement empêcher un astéroïde de heurter la Terre? Les experts envisagent 2 options principales. Premièrement, nous pourrions envoyer un vaisseau spatial pour recueillir plus d'informations. Si nous en savions plus sur la taille, la masse et l'orbite de l'astéroïde, nous serions en mesure de prendre de meilleures décisions sur la marche à suivre. La deuxième option consiste à essayer de dévier l'astéroïde. En gros, il s'agit de détourner l'objet menaçant de sa trajectoire pour qu'il rate la Terre. Cela peut sembler impossible, mais la mission DART de la NASA a déjà prouvé que c'était faisable. Il y a 2 ans, ils ont envoyé un vaisseau spatial percuter un petit astéroïde appelé Dimorphos, et ont réussi à modifier son orbite. Ce fut une grande victoire pour la défense planétaire. Mais des missions comme celle-là prennent énormément de temps à planifier, préparer et mener à bien. C'est pourquoi il est si important de repérer les astéroïdes dangereux le plus tôt possible. Actuellement, la NASA travaille sur un nouveau télescope appelé NEO Surveyor, dont le lancement est prévu en 2027. Contrairement au bon vieux télescope, NEO Surveyor est conçu pour détecter des astéroïdes dans les conditions les plus difficiles, y compris ceux qui orbitent près du Soleil. Il nous donnera une meilleure chance d'agir tôt et potentiellement d'arrêter un astéroïde avant qu'il ne devienne une menace. Si vous pensez toujours qu'un impact d'astéroïde est quelque chose qui relève de la science-fiction et que la menace n'est pas réelle, que dites-vous de ceci? Tôt le dimanche 21 janvier, un petit astéroïde d'environ 1 mètre de large est entré dans l'atmosphère terrestre et, heureusement, s'est désintégré au-dessus de l'Allemagne. Le système d'impact Scout de la NASA l'a repéré 95 minutes avant qu'il ne percute la Terre et a prédit exactement quand et où il arriverait. À 1h32, heure locale, l'astéroïde 2024 BX1 s'est transformé en une boule de feu incandescente visible jusqu'en République tchèque. Quelques petits météorites ont peut-être atterri près du site d'impact, à environ 60 km à l'ouest de Berlin. C'est seulement la 8e fois qu'un astéroïde a été détecté avant de heurter la Terre. C'est un exemple remarquable de la façon dont des outils tels que Scout nous aident à suivre les astéroïdes et à nous préparer à tout ce qui pourrait être plus gros. Autre exemple, le 4 décembre, un petit astéroïde a offert un spectacle de lumière époustouflant dans le ciel du nord-est de la Sibérie avant de se désintégrer sans danger dans l'atmosphère terrestre. La roche spatiale, d'environ 71 cm de diamètre, a été repérée quelques heures avant de percuter la Terre. Grâce aux observations d'astronomes du monde entier, un système d'alerte spécial a réussi à prédire l'impact à plus ou moins 10 secondes près. L'astéroïde est entré dans l'atmosphère terrestre à 1h15, heure locale. Les autorités ont été mises en alerte, mais aucun dommage n'a été signalé. Le système Atlas de la NASA a repéré la roche 12 heures avant qu'elle n'entre dans l'atmosphère. Il s'agit du 4e impacteur imminent.
c'est-à-dire un astéroïde découvert dans les heures précédant son impact prévu, détecté cette année, et du 11e au total. Aujourd'hui, la Chine a également de grands projets en matière de défense planétaire. Elle travaille sur sa première mission visant à frapper un astéroïde, et celle-ci a un double objectif. Un vaisseau spatial s'écrasera sur l'astéroïde, et l'autre restera en arrière pour étudier la situation pendant 1 an au maximum. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de protéger la Terre, mais aussi d'en apprendre davantage sur le système solaire. La cible est l'astéroïde 2015 XF261, un nom vraiment à rallonge, qui mesure également environ 30 mètres de large. Il est passé près de la Terre récemment, le 9 juillet, à 50 millions de kilomètres de nous. C'est vrai, c'est quand même assez loin. Mais ce voyageur de l'espace fonçait à une vitesse de 42 000 km/h, soit 30 fois la vitesse du son. La Chine va envoyer une sonde spatiale pour étudier l'astéroïde. Ils espèrent en savoir plus sur sa structure et sa composition, ce qui pourrait nous aider dans de futures missions de défense planétaire. Ensuite, ils prévoient de percuter l'astéroïde avec un autre vaisseau spatial pour tester l'impact, et la première sonde spatiale restera sur place pour observer les restes pendant 1 an. Le timing est essentiel pour ce type de mission. Cet astéroïde nous offre de bonnes opportunités d'études pour les années à venir. Ainsi, en mars et mai 2027, il passera à moins de 32 millions de kilomètres de la Terre. En avril 2028, il s'en rapprochera encore plus, à 21 millions de kilomètres. 1 an plus tard, en avril 2029, l'astéroïde passera à seulement 6,7 millions de kilomètres, ce qui en fera une cible de choix pour une telle mission. Une autre bonne occasion se présentera en avril 2030, lorsque l'astéroïde passera à 7 millions de kilomètres de notre planète. Pour vous donner un peu de contexte, la mission DART de la NASA visait autrefois un astéroïde situé à 11 millions de kilomètres, et le voyage a duré 10 mois. Les chefs du projet chinois doivent donc choisir le bon moment, en fonction du temps dont leur engin spatial aura besoin pour faire le chemin. La mission devrait débuter vers 2027, mais ce ne sera pas la première tentative de la Chine. En 2023, ils prévoyaient un test de défense planétaire avec un astéroïde différent, qui mesure également environ 30 mètres de large. On ne sait pas exactement pourquoi ils ont décidé de se concentrer sur un autre objet, probablement parce que le timing est plus favorable. La plupart des astéroïdes sont en fait des capsules temporelles datant de 4,6 milliards d'années, des vestiges de l'époque où le système solaire était en train de se former. Leur étude pourrait nous en apprendre beaucoup. Des centaines de millions de rochers gravitent autour du Soleil dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Mais seuls certains d'entre eux s'approchent relativement près de la Terre. La NASA classe les astéroïdes en orbite à moins de 48 millions de kilomètres de notre planète, dans la catégorie des objets géocroiseurs. Dans ce groupe, certains objets sont particulièrement inquiétants. Ils sont si gros et orbitent si près de notre planète qu'ils pourraient constituer une véritable menace pour le monde en cas de collision directe. À l'heure actuelle, la NASA surveille de près un astéroïde nommé Bennu. Il s'agit d'un objet spatial de taille relativement importante qui pourrait heurter notre planète dans 159 ans. Selon les experts, l'astéroïde, qui a été repéré pour la première fois en 1999, risque fort de dériver dans l'orbite de notre planète. Si cela se produit, il pourrait entrer en collision avec la Terre le 24 septembre 2182. On pense que l'astéroïde Bennu est plus grand que l'Empire State Building. S'il venait frapper notre planète, la collision libérerait 1200 mégatonnes d'énergie. C'est une énorme quantité d'énergie, rien de ce qui est construit sur Terre ne peut en produire autant. Les scientifiques de la NASA pensent qu'au cours de son survol du 22e siècle, l'astéroïde pourrait passer à travers un trou de serrure gravitationnelle. Cette zone placerait notre voyageur de l'espace sur une certaine trajectoire, ce qui pourrait le conduire à s'écraser sur la Terre. Bennu s'approche de notre planète tous les 6 ans. Il a frôlé la Terre à 3 reprises, en 1999, en 2005 et en 2011. Aujourd'hui, les scientifiques estiment à 1 sur 2700 la probabilité que l'astéroïde heurte notre planète d'ici 2182. Une personne a 5 fois moins de chances d'être touchée par la foudre. Même si les risques de collision entre Bennu et la Terre sont pour l'instant assez faibles, ce caillou spatial a tout de même été classé dans la catégorie des astéroïdes potentiellement dangereux. Tout cela parce qu'il pourrait s'approcher à 7,5 millions de kilomètres de la Terre. C'est la raison pour laquelle il est également classé comme objet géocroiseur.
Bennu est un astéroïde riche en carbone qui s'est formé au cours des 10 premiers millions d'années de l'histoire du système solaire. C'est-à-dire il y a environ 4 ou 5 milliards d'années. Il n'est donc pas étonnant que ce corps spatial recèle de précieux indices sur l'origine et le développement des planètes rocheuses de notre système solaire, à savoir Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Mieux encore, il pourrait contenir des molécules organiques similaires à celles qui sont indispensables à l'apparition de la vie. En 2020, la sonde OSIRIS-REx de la NASA a réussi à toucher brièvement la surface de l'astéroïde. Elle en a recueilli quelques échantillons et s'est ensuite éloignée. Pour la NASA, ce fut la première mission de ce type. Mais vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que Bennu n'est pas le seul astéroïde dont nous devrions nous préoccuper. L'astéroïde 92942 Apophis est un autre corps spatial dont nous devons nous méfier. Il s'agit d'un objet géocroiseur d'environ 335 mètres de diamètre. Il a été découvert en 2004 et a d'abord été considéré comme l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais détectés. Apophis a très vite gagné en notoriété, on pensait qu'il représentait une menace sérieuse pour la Terre. Les experts ont prédit qu'il s'approcherait dangereusement de notre planète en 2029. Heureusement, après un examen plus approfondi d'Apophis et de son orbite, les astronomes ont conclu qu'il n'y avait aucun risque que l'astéroïde entre en collision avec notre planète avant au moins un siècle. Le risque d'impact de 2029 a été totalement écarté, de même que l'impact potentiel qui pourrait être provoqué par le rapprochement de l'astéroïde en 2036. Il est intéressant de noter que jusqu'en mars 2021, il y avait encore un petit risque de collision en 2068. Mais Apophis a ensuite survolé la Terre. Et les astronomes en ont profité pour utiliser de puissants radars afin d'estimer plus précisément l'orbite de l'astéroïde autour du Soleil. Cela leur a permis d'écarter tout risque d'impact pour les 100 prochaines années au moins. La raison pour laquelle de telles découvertes nous inquiètent tant est que même un astéroïde relativement petit, de la taille d'une maison, pourrait faire des ravages en entrant en collision avec notre planète. Alors, quand un astéroïde mesure plus d'1 kilomètre de diamètre, on parle d'un destructeur de planètes. L'énergie dégagée par l'impact d'un tel astéroïde serait dévastatrice. C'est pourquoi il est essentiel de savoir où se trouvent ces astéroïdes et dans quelle direction ils se déplacent. Le problème est que notre capacité à protéger la planète des impacts d'astéroïdes n'est pas encore optimale. Si une telle catastrophe était sur le point de se produire, nous aurions besoin de beaucoup de temps pour nous préparer. Une collision avec un astéroïde était quelque chose de sérieux. Le cratère de Chicxulub est probablement le site d'impact d'astéroïdes le plus célèbre. Il témoigne de la terrifiante collision qui a entraîné l'extinction des dinosaures. Curieusement, ce cratère n'est pas très visible, mais d'autres le sont. Par exemple, le cratère Barringer en Arizona, qu'on appelle aussi le Meteor Crater. Quand on pense à la collision qui l'a fait naître, on a froid dans le dos. Quoi qu'il en soit, nous savons désormais que des rochers spatiaux ont non seulement frappé la Terre, mais aussi la Lune, Mercure et Mars. Aucune planète rocheuse du système solaire n'est à l'abri des impacts d'astéroïdes. C'est pourquoi il existe toute une entreprise scientifique dont l'objectif est de trouver et de cataloguer les astéroïdes du système solaire. Cela peut sembler un peu effrayant, mais il y a environ 25 000 astéroïdes de plus de 140 mètres de diamètre près de l'orbite de notre planète. Un tel astéroïde est suffisamment gros pour rayer une ville entière de la surface de la Terre. Jusqu'à présent, moins de 50% de ces astéroïdes ont été détectés. On estime également à 230 000 le nombre d'objets d'une taille égale ou supérieure à 49 mètres. Ces objets sont capables de détruire une zone urbaine concentrée. Et pourtant, moins de 8% d'entre eux ont été détectés. Il existe également des dizaines de millions d'objets géocroiseurs plus petits. Ils mesurent plus de 10 mètres de diamètre et peuvent causer des dommages à la surface. Moins d'1% de ces petits corps spatiaux ont été découverts jusqu'à présent. Notre système solaire interne pose d'énormes problèmes pour la recherche d'astéroïdes. Chaque nuit, il n'y a que 2 créneaux de 10 minutes pendant lesquels les astronomes peuvent observer la région. La raison en est que le Soleil crée une lumière de fond éblouissante. En outre, l'atmosphère de notre planète déforme et brouille les images. Repérer des astéroïdes dans de telles conditions dépasse les capacités de la plupart des télescopes.
Nous avons besoin d'un instrument vraiment unique pour accomplir cette tâche. L'outil de prédilection est la Dark Energy Camera de l'Observatoire interaméricain de Cerro Tololo au Chili. Cet appareil n'a pas été conçu pour chercher des astéroïdes. Les chercheurs l'ont construit pour détecter quelque chose de plus insaisissable encore. L'énergie noire, la force mystérieuse qui régit l'expansion de l'univers. La 2CAM est censée observer des centaines de millions de galaxies. Elle est donc à la fois large et profonde. Ainsi, elle peut observer l'univers en profondeur et capturer un large champ de vision, ce qui lui permet d'enregistrer les mouvements des galaxies et de nous renseigner sur les conditions qui prévalaient au début de l'univers. Mais cela signifie également que la 2CAM est parfaitement adaptée au repérage des astéroïdes près du Soleil. Les astéroïdes intérieurs sont rares et des images profondes sont nécessaires car ces objets sont peu lumineux. Les scientifiques doivent pouvoir lutter à la fois contre la luminosité du ciel crépusculaire près de notre étoile et contre l'effet déformant de l'atmosphère terrestre. Et la 2CAM peut les aider dans cette tâche. La Dark Energy Camera a été construite il y a environ 66 millions d'années. Les dinosaures ont disparu de la surface de la Terre, à l'exception de ceux qui ont évolué pour devenir des oiseaux. En un instant, la planète est passée de l'ère des dinosaures à celle des mammifères. Les scientifiques désignent ces périodes par des termes spécifiques, le Crétacé et le Paléogène. Cet événement cataclysmique, quant à lui, se nomme l'extinction KPG. Représentez-vous ce moment dramatique de l'histoire terrestre, survenu en un clin d'œil. Un astéroïde d'une taille colossale, comparable à celle du mont Everest et se déplaçant à une vitesse vertigineuse, a percuté la Terre. Il s'est écrasé dans la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de cratère de Chicxulub, situé dans le sud du Mexique. L'impact fut titanesque et tout ce qui se trouvait à proximité fut instantanément vaporisé, libérant une énergie colossale. C'est l'une des plus puissantes explosions que la planète ait connues en plusieurs milliards d'années. Rien n'a survécu aux abords du point d'impact. Alors que les effets immédiats s'atténuaient, la surface terrestre a été sujette à des bouleversements violents. Le sol s'est mis à trembler, provoquant des séismes d'une intensité inouïe. Les continents eux-mêmes semblaient rebondir sous l'impact. Ensuite, le fond océanique s'est agité, générant un tsunami d'une ampleur exceptionnelle, dont les vagues ont pénétré profondément à l'intérieur des terres autour du golfe du Mexique. Les débris projetés dans l'atmosphère ont commencé à retomber sur Terre, comme une pluie ardente. Même si vous étiez éloigné des fragments les plus imposants qui se sont écrasés au Mexique, des morceaux plus petits mais chauffés à blanc fendaient encore l'air. Cela a tant réchauffé l'atmosphère que des feux de forêt se sont déclarés sur l'ensemble du globe. Les dinosaures qui vivaient loin de la zone d'impact ont d'abord perçu un léger tremblement. Très vite, le ciel s'est obscurci, plongeant la planète dans une nuit artificielle en plein jour. Les températures ont chuté de manière drastique, et cette nuit a perduré pendant plusieurs semaines. Peu à peu, un voile de cendres a commencé à recouvrir toute la planète. Des substances nocives, comme le dioxyde de carbone et des particules du fond océanique, se sont dispersées dans l'atmosphère, perturbant une fois de plus la température, avec des variations extrêmes de chaleur et de froid. La nature en a souffert. Les incendies de forêt, l'absence de lumière solaire et les gaz toxiques dans l'atmosphère ont causé d'immenses difficultés aux dinosaures herbivores qui ont commencé à disparaître. Les carnivores en ont profité pour festoyer, mais cela n'a pas duré longtemps. Rapidement, l'ensemble de la chaîne alimentaire s'est effondré. C'est à ce moment que, selon les estimations, entre 50 et 80% des espèces de dinosaures ont disparu définitivement. Ce qui est encore plus poignant, c'est que ce chiffre ne reflète que la diversité des espèces. Si l'on considère le nombre d'individus ayant péri, le bilan est encore plus lourd. Fait intéressant. Si l'astéroïde avait frappé la Terre 30 secondes plus tôt ou plus tard, il aurait atterri dans l'Atlantique ou le Pacifique plutôt qu'au large des côtes mexicaines. Dans ce scénario, il est possible que certaines espèces de dinosaures non aviens aient pu survivre jusqu'à nos jours. Or, l'impact s'est produit avec une force équivalente à 10 milliards de fois celle de la bombe d'Hiroshima. Les principaux survivants furent nos ancêtres mammifères, de petites créatures semblables à des musaraignes, dotées de systèmes énergétiques très rapides, de régimes alimentaires adaptables et de talents pour se dissimuler.
Ces premiers mammifères ont principalement réussi à survivre grâce à leur taille infime et nécessitaient très peu de ressources alimentaires. Nous avons une chance inouïe que ces mammifères aient survécu à ce chaos. Ils ne comprenaient probablement pas ce qui se passait autour d'eux, mais ils ont dû percevoir l'odeur nauséabonde, les cadavres gigantesques, les pluies acides et les éruptions volcaniques. Sachant désormais à quel point cet événement fut dévastateur, posons-nous la question. Pourrions-nous, en tant qu'humains modernes, survivre à une catastrophe de cette envergure? La réponse est complexe. Des recherches sur un autre impact d'astéroïdes, survenu il y a environ 790 000 ans, suggèrent que cela serait possible, bien que ce ne soit guère aisé. Lors de cet événement, un astéroïde massif a de nouveau percuté la Terre. À l'instar de celui de Chicxulub, il a projeté des débris dans l'atmosphère, recouvrant environ 1/10 de la surface terrestre. Les scientifiques ont découvert des fragments de cet impact, notamment des roches vitrifiées appelées tectites. En les analysant, ils ont mis au jour un minerai rare, la rhédite, qui ne se forme que sous des pressions et des températures extrêmes. Après avoir étudié ces indices, les chercheurs ont émis l'hypothèse que l'impact s'était produit en Asie du Sud-Est, probablement près de la Thaïlande. Curieusement, le cratère exact reste introuvable. Néanmoins, ce qui importe, c'est que la collision ait bel et bien eu lieu, et que nos ancêtres aient vécu durant cette époque tumultueuse. Il est certain que cet événement n'est pas passé inaperçu, même s'ils n'ont peut-être pas complètement saisi l'ampleur de la situation. Les débris de cette collision auraient entraîné d'importants bouleversements climatiques, et il est difficile d'évaluer comment cela a influencé l'évolution humaine. Ce que nous savons, c'est que nous avons réussi à traverser cette épreuve. Actuellement, environ 1200 astéroïdes sont recensés sur une liste de menaces potentielles. Heureusement, nous ne sommes pas en danger immédiat, car ces astéroïdes ont un diamètre inférieur à 1 km. La probabilité qu'un astéroïde de grande taille, similaire à celui de Chicxulub, qui mesurait entre 5 et 15 km de diamètre, frappe la Terre, est extrêmement faible. De tels événements cataclysmiques se produisent environ une fois tous les 100 à 200 millions d'années. De plus, la majorité des astéroïdes se situent entre Mars et Jupiter et ne présentent aucun risque pour notre planète. Toutefois, il existe des milliers de petits astéroïdes qui pourraient potentiellement entrer en collision avec nous. La plupart d'entre eux sont si petits qu'ils se consument dans l'atmosphère sans causer de dommages. Certains, plus gros, pourraient endommager des bâtiments ou des villes, mais ne représenteraient pas une menace pour la vie dans son ensemble. Mais que se passerait-il si une comète ou un astéroïde majeur percutait la Terre aujourd'hui? Un tel impact pourrait tout d'abord modifier l'orbite terrestre. L'énergie initiale libérée provoquerait une onde de choc brûlante atteignant les 300 degrés Celsius. Un incendie d'une telle ampleur embraserait de vastes régions de la surface terrestre et pourrait engendrer des conséquences à long terme sur le climat hivernal. La fumée des méga-incendies, ainsi que la poussière et la vapeur d'eau, formeraient une épaisse couche de nuages dans la haute atmosphère. Comme lors de l'extinction des dinosaures, cette couverture réduirait la lumière du soleil, entraînant une chute des températures pendant des décennies. La majorité de la végétation périrait en quelques semaines. Les arbres de grande taille pourraient survivre durant de nombreuses années grâce à leurs réserves de sucre et à un métabolisme ralenti. En dehors de cela, la vie serait essentiellement réduite aux microbes et aux créatures les plus petites. Pour faire face à ce genre de situation, 3 stratégies sont envisageables pour l'humanité. La plus efficace consiste à empêcher l'impact de se produire en premier lieu. Les scientifiques travaillent déjà à identifier les astéroïdes susceptibles de croiser la trajectoire de la Terre et débattent des moyens de s'en défendre. Une des options consiste à utiliser nos armes les plus puissantes pour fragmenter l'astéroïde en petits morceaux. Ces fragments pourraient manquer la Terre ou se désintégrer en entrant dans notre atmosphère, ce qui serait efficace pour des astéroïdes d'environ 1 km de diamètre. Cependant, cette méthode ne fonctionnerait pas pour des astéroïdes aussi massifs que celui de Chicxulub. La quantité d'énergie requise pour les détruire dépasse largement notre arsenal actuel. Mais si l'astéroïde est repéré suffisamment tôt, une série d'explosions pourrait peut-être modifier sa trajectoire et éviter la catastrophe. Selon les chercheurs, les astéroïdes de plus de 40 km de diamètre seraient presque impossibles à stopper avec notre technologie contemporaine. Heureusement, la probabilité qu'un tel astéroïde frappe la Terre est extrêmement faible. Si nous ne pouvons pas empêcher l'impact,
La deuxième stratégie consisterait à se réfugier sous terre en construisant de vastes bunkers. De nombreuses espèces fouisseuses ou vivant en profondeur dans les océans ont survécu à l'extinction de masse il y a 66 millions d'années. Ces habitats souterrains pourraient ainsi nous protéger des effets directs de l'impact, comme les explosions et les incendies, ainsi que de l'hiver provoqué. Nous pourrions exploiter la chaleur naturelle de la Terre et vivre dans des dômes protecteurs, construits dans les régions continentales stables ou en profondeur sous les océans. Ces abris devraient être équipés de provisions essentielles telles que nourriture, médicaments, carburant et eau, et peut-être même de banques de gènes pour préserver la biodiversité. La troisième stratégie, bien moins recommandable, serait de faire comme dans le film Don't Look Up. Ignorer le problème jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Une véritable solution nécessiterait la coopération des gouvernements et des institutions de nombreux pays pour concevoir, construire et lancer des dispositifs dans l'espace afin de prévenir l'impact. Réussir à obtenir une telle coopération relèverait déjà de l'exploit en soi. Quoi qu'il en soit, la NASA prend très au sérieux la menace que représentent les astéroïdes. Elle dispose d'un plan complet incluant la détection précoce. Les astéroïdes qui volent autour de nous ressemblent parfois à une féroce partie de balle aux prisonniers où l'on ne sait jamais quand l'un d'entre eux peut foncer dans notre direction. Alors on ne peut qu'observer la situation et à espérer que tout ira pour le mieux. Pour évaluer le risque, les scientifiques de différentes organisations doivent étudier la position et la trajectoire des astéroïdes qui s'approchent de notre planète, en particulier ceux qui ont une largeur d'au moins 1 km. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun de ces astéroïdes ne nous touchera probablement avant au moins 1000 ans. Ouf! Pour nous donner une idée de leur puissance, des scientifiques ont réalisé une expérience pour simuler l'impact d'un astéroïde aussi gigantesque. L'énergie libérée par la collision serait de l'ordre de 100 000 mégatonnes. Cela équivaut à faire exploser 15 000 tonnes de dynamite. De plus, si un astéroïde de cette taille nous frappait, la Terre se refroidirait considérablement à cause de tous les débris qui pénétreraient dans l'atmosphère et bloqueraient la lumière du Soleil. Dans ce cas, les plantes ne pourraient plus obtenir ce qui les nourrit, ce qui nous mettrait donc tous en difficulté, les humains comme les animaux. Heureusement, les impacts d'astéroïdes aussi gigantesques sont assez rares. Plus un astéroïde est gros, plus il met de temps à entrer en collision avec la Terre. Par exemple, on estime que les astéroïdes d'un diamètre d'au moins 1 km percutent notre planète environ une fois tous les 700 000 ans. Quant aux astéroïdes encore plus gros, d'une largeur de 5 km, on estime qu'ils ne s'écrasent qu'une fois tous les 30 millions d'années. Youpi! Mais attends, ne te détends pas trop vite. Les astronomes se concentrent sur les très gros astéroïdes, parce que ce sont ceux qui peuvent en quelque sorte condamner notre planète s'ils nous percutent. Oui, tu as tout compris, un peu à la manière des dinosaures. Même si l'un d'entre eux ne nous détruit pas complètement, les dégâts seraient tout de même énormes. Il y a donc encore des astéroïdes qui errent dans les parages, et que nous devons surveiller pour voir comment ils pourraient évoluer au fil du temps. Les scientifiques disposent d'un modèle de suivi qui leur permet de se concentrer sur les parties de la trajectoire d'un astéroïde qui s'approche de notre planète afin de déterminer si le caillou spatial présente un risque pour nous. Il semblerait qu'un astéroïde, 7482, 1994 PC1, de 1100 mètres de diamètre puisse présenter un certain danger. Il est censé se rapprocher de notre planète dans les 1000 prochaines années. Et quand je dis risqué, cela signifie qu'il y a 0,015% de chance qu'il s'approche à moins d'une distance Terre-Lune. Elle était déjà passée près de nous en 2022, mais nous avons eu de la chance car elle était assez loin, 1,9 million de kilomètres. Je dirais que nous pouvons nous détendre en ce qui concerne les scénarios d'astéroïdes, pour l'instant. L'impact d'un astéroïde sur la Terre serait une nouveauté pour l'humanité, mais pas pour la planète elle-même. Comme je l'ai dit, ces gros astéroïdes n'ont pas été nombreux jusqu'ici, mais ils ont tout de même eu d'énormes conséquences. Le premier qui vient à l'esprit de la plupart des gens est, bien sûr, l'astéroïde dinosaure, gros comme une montagne, qui a frappé notre planète il y a environ 66 millions d'années, près de la péninsule mexicaine du Yucatan. C'était chaotique. Des tempêtes de feu et des tsunamis se sont produits partout dans le monde. La poussière a bloqué le soleil et la roche vaporisée a libéré du soufre, ce qui a entraîné des pluies acides et l'acidification des océans. Mais il y a eu un autre phénomène encore plus important avant celui-ci. Il y a environ 2 milliards d'années, un gigantesque astéroïde s'est écrasé sur notre planète et a laissé un énorme cratère en Afrique du Sud. Celui que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de cratère de Vredefort. Il semblerait que cet astéroïde ait été encore plus gros que ceux que nous pensions au départ, puisqu'il était 2 fois plus imposant que la roche spatiale qui a fait disparaître les dinosaures.
Le cratère de Vredefort est confirmé comme étant le plus grand cratère visible sur Terre, avec un diamètre d'environ 159 km. Mais il était encore plus grand à l'époque où il s'est formé, peut-être même de 250 à 280 km de diamètre. Il est difficile de déterminer sa taille réelle, car le cratère s'érode depuis 2 milliards d'années. C'est un peu comme si l'on découpait des couches sur le bord d'un bol. Le diamètre se réduit à chaque fois. Lorsque l'astéroïde, large de 12 km, qui a anéanti les dinosaures, a frappé la Terre il y a environ 66 millions d'années, il a provoqué des destructions massives. Incendies de forêt, pluies acides, tsunamis, et tellement de cendres et de poussière qu'il a modifié le climat de la Terre. Tout cela a entraîné l'extinction d'environ 75% de la vie sur notre planète. L'astéroïde qui a créé le cratère de Vredefort était non seulement plus gros, mais il s'est également déplacé à une vitesse plus élevée, ce qui signifie que les conséquences ont dû être encore plus graves. Mais cela s'est passé il y a vraiment longtemps, et les êtres vivants étaient différents à l'époque. Il s'agissait peut-être de simples bactéries qui n'ont même pas remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. La Terre n'est pas la seule à être touchée. De nombreux impacts se sont également produits dans notre système solaire. Par exemple, dans notre voisinage immédiat, allons voir Mercure et son énorme cratère, le bassin Caloris. Il mesure environ 1500 km de diamètre, soit plus que l'État du Texas. Un anneau de montagnes imposante entoure le cratère, ce qui le rend encore plus impressionnant. L'image mosaïque du bassin de Caloris présente différentes couleurs. Elles nous en disent plus sur la géologie du bassin. Les parties oranges représentent la lave qui a autrefois inondé le bassin. Ce coulées de lave ont recouvert la surface d'origine et lui ont donné cette teinte orangée si spécifique. Après que la lave a inondé le bassin de Mercure, des cratères plus petits se sont formés au-dessus de la surface de la lave. Ces cratères ont creusé le sol et découvert les matériaux cachés sous la lave. Certains de ces matériaux sont de couleur bleue. Ce matériau bleu pourrait être un indice de ce à quoi ressemblait le sol original du bassin avant que la lave ne le recouvre. Vénus, la planète la plus chaude de notre système solaire, possède une atmosphère épaisse qui s'accompagne d'un système de défense efficace contre les roches spatiales. Elle est si dense qu'elle brûle la plupart des météores avant même qu'ils n'atteignent sa surface. Par conséquent, les cratères visibles sur Vénus sont moins nombreux que sur les autres planètes rocheuses du système solaire. Mais Vénus présente encore quelques cicatrices qui peuvent nous renseigner sur les graves impacts qui s'y sont produits. L'une des plus grandes cicatrices que nous connaissons est le cratère Meade. Il est énorme, avec un diamètre d'environ 273 km. Le fond intérieur de ce cratère est relativement plat et plus brillant que les alentours. Il est possible que le cratère ait été rempli d'un mélange de roches fondues après l'impact, voire de lave provenant de l'activité volcanique de Vénus. Tu veux avoir une idée de ce à quoi pourrait ressembler la Terre sans sa couche protectrice appelée atmosphère? Il suffit de jeter un coup d'œil à la Lune, dont la surface est parsemée de cratères d'impact. Ce Tycho est l'un des cratères que l'on remarque facilement sur la Lune. Lorsque tu regardes la pleine Lune, tu peux le repérer comme un cercle distinct, avec des rayons lumineux qui irradient vers l'extérieur, légèrement décentré sur le côté inférieur gauche de la Lune. Ce cratère, d'une largeur de 85 km, possède un magnifique pic central surmonté d'un bloc rocheux intrigant. La taille de ce bloc est impressionnante. Il remplirait environ la moitié d'un pâté de maison sur Terre. Lorsque l'on parle de cratère, il ne faut surtout pas oublier Mars. L'atmosphère de la planète rouge est beaucoup plus fine que celle de la Terre. Lorsque les vaisseaux... Si vous vous trouvez un jour sous des lumières semblables à celles de cette image, mettez-vous vite à l'abri. Elle pourrait appartenir à un drone et vous ne voudriez pas qu'elle vienne s'écraser sur vous. Récemment, en Chine, des drones sont tombés du ciel au-dessus d'un centre commercial, provoquant un certain chaos. Les organisateurs ont mis cela sur le compte d'une erreur de manipulation. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais des incidents de ce type se sont déjà produits par le passé. Il est donc prudent de ne pas se tenir directement sous un spectacle de drone. Une vidéo délirante circule sur Internet. On y voit des vers tomber du ciel, en Chine, et ramper sur les voitures. Certains pensent qu'il s'agit d'une pluie d'animaux, mais d'autres n'en sont pas si sûrs. Le débat continue. Certains affirment que la vidéo est truquée, tandis que d'autres soutiennent que les vers ne se trouvaient que sur les voitures, et pas par terre. D'autres encore pensent qu'il s'agit d'un phénomène normal au mois de mars. Et devinez quoi? Cette étrange pluie de vers s'est également produite dans les îles britanniques. En Écosse, des enfants qui jouaient au football ont été surpris par une pluie de vers, peut-être à cause d'un changement météorologique important. À Texarkana, une ville du Texas, un événement inhabituel s'est produit. Des poissons sont tombés du ciel,
ce qui a surpris de nombreux habitants. Ce phénomène que nous venons d'évoquer se produit lorsque de petites créatures, des grenouilles, des crabes et de petits poissons, sont emportés par des trombes d'eau ou des courants d'air à la surface de la Terre, pour ensuite retomber lors d'une averse. Ces pluies étranges ne sont pas seulement effrayantes, elles peuvent aussi être dangereuses pour la santé. Un jour, à Oakville, dans l'État de Washington, des habitants ont vu des gouttes de gelée tomber du ciel. Ces gouttes ont provoqué des symptômes semblables à ceux de la grippe chez les personnes qui les avaient touchées. Les chercheurs qui ont étudié ces gouttes de pluie ont découvert des globules blancs humains dans la substance gélatineuse, ce qui a donné lieu à des spéculations, les théories allant de l'évaporation de méduses aux déchets d'un avion commercial. Un autre événement bizarre lié à la pluie, une averse d'argent à Hong Kong et en Allemagne, apparemment à la suite d'une intervention humaine. Dans les deux cas, les gens ont vu de l'argent tourbillonner et tomber des toits, ce qui a donné lieu à des situations chaotiques lorsqu'ils ont essayé de le ramasser. C'est le seul type de pluie que je serais heureux de voir tomber, sauf s'il s'agit de rouleaux de pièces de 20 centimes. Aïe! Imaginez un scénario dans lequel, au lieu d'un éclair normal, un jet immense jaillit du sommet d'un nuage, montant à plus de 80 km dans le ciel, touchant presque l'espace. De tels éclairs surpuissants se produisent environ 1000 fois par an et transportent jusqu'à 50 fois plus d'énergie qu'un éclair ordinaire. En 2018, des chercheurs ont observé le plus grand éclair jamais enregistré sur un nuage au-dessus de l'Oklahoma. L'intensité de cette explosion faisait presque le double du record précédent, ce qui a conduit les scientifiques à affirmer qu'il s'agissait de l'impact nuage-sol le plus important jamais observé. Dans une ville du nord du Mexique, de nombreux cas rouges à tête jaune ont été filmés en train de tomber du ciel. Et ça a fait des victimes. La cause de leur chute reste incertaine, mais les experts supposent qu'un oiseau prédateur a pu les effrayer et leur faire perdre l'équilibre. Une caméra de surveillance a filmé les oiseaux qui tombaient sur les maisons comme un gros nuage sombre. Ces oiseaux migrateurs se reproduisent plus au nord, aux États-Unis et au Canada, avant d'hiverner au Mexique. Certaines théories attribuent cette chute à divers facteurs tels que des fils électriques. Mais les experts pensent qu'il s'agissait bien d'un oiseau prédateur. Il arrive même que des iguanes vous tombent sur la tête. Par temps très froid, ils se mettent en mode hibernation pour survivre. On dirait qu'ils sont congelés, mais ils sont en fait toujours vivants. Ils se remettent généralement à bouger lorsqu'il fait plus de 10 degrés Celsius. Le problème, c'est qu'ils peuvent tomber des arbres pendant qu'ils sont dans cet état, ce qui est dangereux à la fois pour eux et pour votre tête. Imaginez un vase tombant d'une étagère. Le principe est le même. Si la température reste trop longtemps inférieure à 4,5 degrés, les conséquences sont habituellement tragiques. Un jour, l'équipe d'une émission matinale du Wisconsin a repéré d'étranges lumières au-dessus du centre-ville. Au début, ils ont pensé qu'il s'agissait d'un feu d'artifice ou peut-être d'un phénomène extraterrestre. Mais en continuant à regarder, ils ont découvert qu'il s'agissait simplement d'un groupe de mouettes qui survolait le palais de justice local. Une illusion causée par les réglages de la caméra. Pour en avoir le cœur net, un journaliste s'est rendu au palais de justice et a filmé les mouettes. Affaire classée, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Internet n'a pas été satisfait, et des théories complotistes ont vu le jour. Elles perdurent encore aujourd'hui. Certains ont vraiment beaucoup d'imagination. Les vidéos montraient bien les différences dans les mouvements et la hauteur des objets. Il était donc clair qu'il s'agissait de mouettes et des angles de la caméra. Pendant ce temps, dans la magnifique ville de Rome, un charmant mais délicat problème d'oiseaux a un peu perturbé les habitants. À la tombée de la nuit, on pouvait voir des gens vêtus de combinaisons blanches armés de haut-parleurs. Ils diffusaient des sons aigus pour effrayer les oiseaux, afin qu'ils cessent de souiller les vêtements des citadins avec leurs fientes. Chaque hiver, les étourneaux remplissent le ciel de Rome dans un spectacle hypnotique de voltiges synchronisés. Mais le désordre qu'ils laissent derrière eux a incité les autorités à les chasser. Malheureusement, les choses sont parfois plus étranges et troublantes. Par exemple à Olympia Springs, dans le Kentucky, en 1876, lorsque des morceaux de viande crue sont tombés du ciel. Après des mois de débats entre les chercheurs, il a été conclu que cette pluie de viande était en fait du vomi de vautour, un mécanisme de défense ou une méthode d'amincissement plus que bizarre. Parmi les autres événements météorologiques étranges, on peut citer la pluie d'oiseaux de l'Arkansas causée par des feux d'artifice, des araignées recouvrant des paysages entiers en Australie, et l'averse de balles de golf de Punta Gorda, en Floride, peut être provoquée par les jets d'eau des terrains de golf avoisinants.
En outre, on a un jour observé une pluie de boue. Des gouttes de pluie dégoûtantes, remplies de poussière lors d'une averse relativement brève et désagréable. À Torrance, en Californie, un propriétaire s'est retrouvé dans une situation digne d'un film d'horreur lorsque des centaines d'oiseaux ont envahi sa maison en passant par sa cheminée. Il a fallu 3 jours pour les déloger, et les dégâts étaient importants. Un incident similaire s'est produit à Montecito. Mais heureusement, une grille en acier a empêché 1 millier d'oiseaux de faire des ravages dans la maison. Pour éviter une telle situation, les experts recommandent d'équiper sa cheminée d'une grille bien solide. Préparez-vous à assister à un magnifique spectacle aérien violet et vert. Non. Il ne s'agit pas d'une aurore boréale normale, mais d'un phénomène connu sous le nom de Steve. Découvert par des observateurs amateurs, Steve est le pendant mystérieux des aurores boréales. Steve, abréviation de Strong Thermal Emission Velocity Enhancement, a été documenté pour la première fois par un groupe de passionnés canadiens en 2018, et ils ont fait part de leur découverte à des chercheurs de la NASA. Steve se distingue par sa teinte magenta, qui contraste avec les rubans verts classiques des aurores boréales. Alors que les aurores résultent de l'interaction de particules solaires avec le champ magnétique et l'atmosphère de la Terre, on pense que Steve est un phénomène optique unique qui accompagne parfois les aurores. Bien que la cause exacte de Steve soit encore à l'étude, les scientifiques pensent qu'elle pourrait être liée à des particules chargées dans l'ionosphère qui interagissent avec le champ magnétique de la Terre. Si vous souhaitez en être témoin, rendez-vous dans des endroits où les aurores sont fréquentes, comme le Canada, l'Alaska, l'Europe du Nord, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Mais n'oubliez pas que Steve accompagne généralement une puissante aurore pendant les tempêtes géomagnétiques et qu'il n'apparaît jamais seul. Enfin, dans le sud-est du Mexique, le ciel s'est un jour assombri lors du passage d'une nuée de criquets pèlerins. Alors que certains comparaient l'événement à l'apocalypse, les autorités locales ont rassuré le public en expliquant que ces criquets d'Amérique centrale n'étaient que de passage et ne risquaient pas de nuire aux cultures locales. Originaires de la région, les criquets proviennent de zones riches en végétation. Malgré cette explication scientifique simple, certaines personnes continuent de croire que cet événement est un signe avant-coureur de la fin du monde. Mais c'est très peu probable. La vallée de Javari, située au Brésil, est une zone de jungle intacte de 85 000 km², soit légèrement plus grande que l'Autriche. Cette zone isolée est protégée pour empêcher les étrangers d'y pénétrer et elle abrite l'un des plus grands territoires indigènes du Brésil. Là, des tribus sans aucun contact avec le monde extérieur peuvent vivre paisiblement dans la jungle. Leur observation n'est faite que par les employés officiels depuis des airs. Cela permet d'avoir un aperçu et de mieux comprendre comment vivaient autrefois les premières sociétés de chasseurs-cueilleurs. Jusqu'à 3000 habitants appartenant à 14 tribus différentes vivent au cœur de la réserve, répartis dans 19 villages. Cela fait de la vallée de Javari l'une des plus grandes zones de peuple isolées au monde. Il est illégal pour les étrangers d'y pénétrer, car le contact avec des humains extérieurs serait dangereux pour la santé des indigènes. Ces tribus isolées n'ont en effet pas développé d'immunité contre les nombreuses bactéries que nous portons. Il est donc crucial de les laisser tranquilles. Au Vatican se trouve une énorme salle de stockage secrète. Elle contient jusqu'à 84 km de rayonnage pour des archives qui remontent jusqu'au 8e siècle. Elle contient de nombreuses lettres, livres et autres documents importants de personnes notables collectés par le Vatican. Par exemple, il y a une lettre d'Abraham Lincoln, datant des années 1860, dans laquelle il évoque les progrès des États-Unis. Une autre est de la reine d'Écosse, Marie Stuart, lorsqu'elle a demandé l'aide du pape en 1587. Et il y a même des documents concernant le procès de Galilée au XVIIe siècle, alors qu'il remettait en question les mouvements de la Terre et du Soleil. Les archives couvrent 1200 ans d'événements mondiaux, mais la plupart sont secrets car l'accès n'est accordé qu'à certains chercheurs universitaires. Et pour avoir accès, il faut avoir au minimum 75 ans et renouveler ta demande tous les 6 mois. Et même comme ça, pendant que tu fouilles dans les documents secrets, tu es sous la surveillance constante de la garde suisse. Vu toutes ces précautions, il serait intéressant de savoir ce qui pourrait encore être caché dans ces documents confidentiels. À mi-chemin entre Hawaï et l'Australie se trouve l'île solitaire de Howland. Elle a une longue histoire d'isolement impitoyable.
À partir de 1857, des mineurs ont passé 2 décennies à extraire des fientes d'oiseaux vieilles de plusieurs siècles, un engrais précieux à l'époque. Puis, l'île a été abandonnée jusqu'en 1935, lorsque les États-Unis ont tenté d'y établir une colonie. Ils étaient enthousiastes à l'idée d'y construire le premier aéroport. Ils pensaient qu'un jour, ce serait un endroit idéal pour une escale, créant ainsi une connexion plus facile entre l'Australie et la Californie. Une piste avait même été préparée sur l'île Holland pour l'arrivée d'Amelia Earhart. Tout était prêt pour servir de point d'atterrissage pour son vol autour du monde. Malheureusement, Amelia a perdu le contact avant d'arriver sur l'île. Le rêve d'un aéroport sur la trajectoire des vols transpacifiques a été abandonné et la colonie s'est rapidement dispersée sans autre tentative de repeuplement. Mais l'île est maintenant une réserve protégée pour le fragile écosystème qui l'entoure. Elle est visitée une fois tous les 2 ans pour évaluer la régénération de la faune et personne n'est autorisé à y entrer sans autorisation officielle. L'île Heard est un territoire offshore de l'Australie. Elle est couverte à 80% de glace et abrite les seuls volcans actifs du pays. Elle est aussi entourée de glaciers dont le plus haut s'élève du niveau de la mer jusqu'à 2400 mètres d'altitude. Mais si tu as la chance d'obtenir l'autorisation d'accéder à l'île, tu ne pourras l'atteindre qu'en naviguant sur 6500 km à travers une mer agitée. Après avoir accompli ce long voyage, tu te retrouveras sur un territoire inhabité de 368 km². Félicitations, tu es arrivé dans l'un des endroits les plus isolés du monde. Seuls des baleiniers et des chasseurs de phoques vivaient parfois ici jusque dans les années 1880. Et depuis le départ de ces baleiniers, seuls des chercheurs ont entrepris le voyage. Depuis 2011, personne n'est revenu. Tous les bâtiments se sont effondrés au fil des ans à cause des conditions météorologiques extrêmes. Ce n'est donc pas la meilleure option pour des vacances. Avec des températures glaciales et des vents puissants qui peuvent atteindre 177 km/h, seules les plantes et les animaux les plus robustes peuvent survivre à cet endroit. En France, les célèbres grottes de Lascaux présentent des œuvres d'art tout à fait uniques. Les peintures murales qui remontent à 17 000 ans au début de l'ère magdalénienne contiennent environ 6 000 images. Elles décorent les murs et donnent un excellent aperçu des types d'animaux qui existaient à cette époque ancienne. Certains des animaux représentés ont disparu en France depuis des milliers d'années, comme les anciens aurochs et rhinocéros. Peintes dans un mélange de couleurs rouges, jaunes et noires, faites à partir de plusieurs pigments minéraux différents, les images dépeignent ce que les sociétés de chasseurs-cueilleurs chassaient dans la région. Mais les peintures se sont détériorées à cause des visites de touristes qui ont été arrêtées en 1963. Le dioxyde de carbone provenant de la laine des visiteurs et la présence de lumière ont provoqué l'apparition de lichens, de cristaux et de moisissures dans les grottes, ce qui a endommagé les minéraux des peintures. L'accès aux grottes est désormais fortement limité, mais des répliques des peintures ont été mises à disposition pour offrir une expérience similaire. Le Canada est le 2e plus grand pays du monde, bien que sa partie nord-ouest soit en grande partie non peuplée. Une île de cette région, l'île Devon, est la plus grande île inhabitée de la planète. Elle couvre une superficie gigantesque de 55 000 km², soit presque l'équivalent de la Croatie. Les gens ont lutté pour survivre sur cette terre désolée. Les Inuits ont essayé pendant un moment, mais même eux ont décidé d'abandonner cette terre impitoyable dans les années 1930. Avec de faibles précipitations, des vents violents et des températures glaciales, elle ne peut abriter que des microclimats de végétation. Les colonies ont également été abandonnées en 1951 car elles n'étaient pas économiquement viables avec les ressources limitées de l'île Devon. Cependant, aujourd'hui, en raison de ses similitudes avec Mars, les scientifiques entreprennent le difficile voyage pour faire des recherches sur l'île. L'environnement est très hostile, avec son terrain pauvre, ses températures glaciales et son isolement. C'est donc devenu un endroit parfait pour la NASA pour tester les équipements et l'équipage des futures missions vers Mars, la Lune et même les astéroïdes. À mi-chemin entre le pôle Nord et la côte nord de la Norvège se trouve l'archipel de Svalbard. Cette île isolée est recouverte de toundra enneigée. C'est pratiquement invivable ici,
Mais au terme d'un long voyage, en marchant dans la neige, tu auras peut-être la chance d'atteindre la réserve mondiale de semences du Svalbard qui dépasse d'une montagne. Après avoir accédé à son entrée intimidante, tu traverses un long tunnel qui s'enfonce dans la montagne. Tu peux entendre les bruits constants du système de refroidissement tout autour de toi. C'est pour s'assurer que la température est maintenue à moins 17 degrés Celsius, idéal pour son contenu. En arrivant au bout du tunnel, tu pénètres dans la chambre forte proprement dite. Il s'agit en fait d'un coffre-fort contenant la plus grande collection de biodiversité agricole du monde. Depuis son inauguration en 2008, 13 000 ans d'histoire agricole ont été accumulés, avec plus d'1 million d'échantillons de cultures distinctes stockés ici. Le but de la chambre forte est de fournir une sauvegarde contre toute perte accidentelle de culture dans le monde entier. Les 148 pays qui ont déposé des semences dans la chambre forte peuvent en retirer quand elles en ont besoin. Cependant, l'accès à la réserve est fortement restreint et seul le personnel autorisé peut accéder aux semences. Retour au Brésil, où une île située à seulement 34 km de la côte est l'une des plus dangereuses au monde. Envahie par de nombreux serpents, elle est judicieusement nommée île aux serpents. Des serpents à tête de lanterne se sont échoués sur cette île lorsqu'elle s'est séparée du continent pendant la dernière période glaciaire. Grâce ou à cause de leur isolement, ils se sont adaptés à leur environnement, leur nombre a augmenté et leur venin est devenu plus puissant avec toutes les proies qu'ils pouvaient trouver. Leur venin est jusqu'à 5 fois plus puissant que celui de leurs homologues du continent. Et comme l'île ne fait que 43 hectares et qu'elle abrite 4000 serpents venimeux, cela fait au moins un serpent par mètre carré. L'île est soumise à des restrictions en raison de ses résidents hautement venimeux. Seuls les employés officiels et les chercheurs qui observent les serpents sont autorisés à y accéder. Mais si tu passes par là et que ton bateau coule, fais attention où tu mets les pieds.